Après des années de demi-ignorance, l'hypnose retrouvait des lettres de noblesse en France. Le succès grandissait, les guérisons se multipliaient, ce qui attira l'attention d'un professeur de la faculté plus curieux que ses confrères, le docteur Bernheim. Une période de latence commença, au cours de laquelle s'élaborèrent différentes conceptions de l'hypnose. De ces visions différentes sont nées deux écoles. L'école de Paris et l'école de Nancy. D'un côté, l'école de Nancy trouva en Libaud et Bernheim ses principaux chefs de file. De l'autre côté, l'école de Paris fut représentée par le docteur Charcot, médecin neurologue auréolé d'un prestige considérable, mondialement célèbre pour ses découvertes. Charcot est celui par qui l'hypnose rentre en grâce au sein des instances officielles tant françaises qu'étrangères. Cette période voit un développement considérable des travaux cliniques et de recherche en hypnose. L'enseignement de l'hypnose devenait officiel et des cours s'ouvraient dans tous les hôpitaux de Paris et dans de nombreuses facultés de province ainsi qu'à l'étranger. La revue de l'hypnose faisait paraître son premier numéro en 1887. Sa parution mensuelle rendait compte de ce qui était dénommé la guerre des écoles de Paris et de Nancy. Polémique qui se résumait principalement à définir l'hypnose soit comme une manifestation pathologique hystérique, selon Charcot, soit comme un état physiologique normal, selon Libaud et Bernheim. L'enjeu est de taille, parce que l'hypnose est considérée soit comme une maladie, soit comme un traitement. C'est l'école de Nancy qui triompha. Bernheim identifia la notion de suggestion et en revendiqua l'usage en thérapie. Le premier congrès international de l'hypnotisme en 1889 établit la validité des thèses de l'école de Nancy, qui furent les fondements de l'hypnose moderne. L'hypnose est un état normal physiologique.